Mesdames, messieurs, toute la technique d'ATV, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, on a l'avantage de recevoir M. Yvon Paquet qui va nous expliquer ce qui se prépare pour la distribution d'eau de 2023. Et nous espérons, après avoir écouté, vous allez comprendre qu'il y a un intérêt de s'occuper et de se préoccuper de ce gros et grave problème qui, en dehors des problèmes techniques actuels, ce sont des problèmes qui vont s'aggraver avec le temps. En tout cas, monsieur Yvon Paquet, bonsoir. Eh bien, bonsoir, monsieur Grabin, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui écoutent régulièrement et, d'après ce que je sais, attentivement l'émission Écouter pour comprendre, parce qu'il faut d'abord écouter pour comprendre. Et il faut comprendre à nos élus qui ont intérêt à faire le nécessaire pour que la Martinique fonctionne autrement. Absolument. L'eau, nous avons vu par le passé, par Odine Guagoumé, nous prenons bon la mer. Là, tout ça pas bon dans la mer, heureusement. Nous, il va coster. Tout à fait. C'est un problème qui est là, qui est récurrent. Et quand on regarde dans le rétroviseur, et quand on regarde bien en face, le plus gros regret que nous avons, il y a trois personnes qui n'ont jamais été mises à l'honneur dans cette question d'eau. Le docteur Aliker, Alphonse Jean-Joseph et aussi Pierre Lavidas. Nous ne savons pas pourquoi. Mais pour beaucoup de personnes, des personnes qui arrivent chez nous, ils ont l'impression qu'on parle d'une page blanche. Pas du tout. Cette époque, est-ce que vous pouvez la décrire pour permettre aux gens de comprendre d'où on sort? Alors bien, de toute façon, vous êtes suffisamment connaisseur de ces questions, on peut bosser rapidement. Non, pas à mon niveau, je parle au niveau des spectateurs qui sont bien informés. J'ai dit que il est bon quand même de se référer à ce passé, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'eau, puisque nous savons tous que pour faire de la prospective, pour prévoir demain, pour faire du futur, il faut s'appuyer sur le passé et utiliser le passé non pas comme refuge pour se protéger, mais comme tremplin pour se projeter. Et par conséquent, il y a une vieille formule qui dit que si tu ne sais pas où tu dois aller, souviens-toi d'où tu viens. Et la deuxième formule, que je ne vais pas énoncer maintenant, mais je vais le dire quand même, celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Alors, s'il s'agit de choses positives, c'est très bien de revivre les choses positives. Mais ça serait bien. Il y a un troisième dicton. Mais il faut quand même savoir d'où l'on vient. À mon avis, c'est la formule la plus importante. Savoir d'où l'on vient si on veut tracer sa route. Et il faut prendre appui, n'est-ce pas, sur le passé et ne pas utiliser l'histoire comme refuge, comme abri pour aller se protéger quand on a peur de faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Donc il faut véritablement, l'histoire, je suis bien d'accord, on ne peut pas ignorer l'histoire, mais il faut l'utiliser comme tremplin. À bon escient. Sachant que scientifiquement, chacun sait qu'on ne peut pas faire de prospective sans rétrospective. C'est à partir d'une rétrospective intelligente et objective qu'on peut véritablement faire de la prospective. La troisième formule, la Dieu avertit pas qu'à tuer vif en mancaille. Eh bien, exactement. Et défunt Joseph, défunt Aliker, il a stoppé une grosse hémorragie qu'on avait ici, des maladies qu'on attrapait à partir de l'eau qu'on buvait. Toutes les familles de l'époque ont eu soit des infections, les personnes se sont retrouvées au grand boulevard des Allongés, ou des personnes purement réformées physiquement. Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Le docteur Aliker, il était déjà docteur, premier Martiniquais interne des hôpitaux de Paris. D'ailleurs, c'est lui qui m'a confié la responsabilité de l'eau. Bien sûr, on a quoi avec Césaire. D'accord, c'est pourquoi, pour moi, c'est quand même symbolique de s'occuper de cette question-là. Et ils m'ont dit tous les deux, Césaire et Aliker, que quand ils sont arrivés au pouvoir, en 1945, Césaire m'a dit que la première décision politique qu'il a prise à l'époque concernait l'eau et l'assainissement. Et le docteur Aliker a continué pour dire que c'était fondamental de s'occuper de l'eau parce qu'il y avait beaucoup de décès, tu as raison de le rappeler, le choléra, etc. L'eau qui n'était pas de bonne qualité était à l'origine de beaucoup d'épidémies, et encore plus que le Covid. Et voilà. Et donc pour eux, c'était quand même une décision fondamentale. Et la polio, il y a eu tout ça. La polio, enfin, le choléra, mais beaucoup de maladies
qui découlaient directement de la mauvaise qualité de l'eau. Et ça a été donc l'eau potable, mais l'assainissement également. Et donc ça a été sa première décision. D'ailleurs, il convient de rappeler que ce couple qui a pris en main la ville de Fort-de-France, l'un était porté sur l'éducation, Césaire, c'était un professeur normalien, et il était très sensible également à l'éducation. Et Aliker, qui était médecin chevronné, il a pris la partie santé, même si les deux étaient d'accord sur les deux problématiques. Et cette formule, n'est-ce pas que je me permets de rappeler, la santé, c'est la santé du corps, sac vide par le bout, et l'éducation, c'est la santé de l'esprit et l'information. Celui qui n'a pas de santé physique ne peut même pas avancer, et celui qui n'est pas informé, qui n'est pas éduqué, son esprit fonctionne mal. Donc, vous voyez bien que les deux aspects sont fondamentaux pour un individu, mais également pour une communauté, la communauté martiniquaise que nous constituons. Et par conséquent, le problème qu'ils avaient mis en 1945, il est encore entier aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Alors, il y a eu beaucoup de fait. Il y a eu beaucoup de fait. Jean-Joseph qui a ramené l'eau du nord vers le sud. Il y a Aliker pour ces aspects qu'on a rappelés. Et puis Davidas également qui a fait. Donc, beaucoup de chemin a été parcouru, mais il en reste encore beaucoup. Mais le chemin qui reste à faire est de loin, me semble-t-il, techniquement plus simple et plus facile que le chemin que ces gens-là ont tracé. Et ce qui nous reste à faire, si nous restons inspirés de ce qu'ils ont fait, ce qui reste à faire, à mon avis, même s'il y a beaucoup, mais ça devrait être beaucoup plus simple parce que les moyens dont nous disposons aujourd'hui, qu'il s'agisse de moyens politiques comme de moyens financiers et en termes de savoir-faire, nous sommes mieux équipés aujourd'hui pour faire face aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Hier, ça se faisait à l'huile de coude. Mais oui. Pioche, pelle et puis baramine. Mais tu as vu, j'invite les gens. Vous savez, sur Didier. Oui, par exemple. Sur Didier, le captage de Didier. Quand vous arrivez près de la fontaine Didier, vous descendez, vous traversez une première rivière. Vous montez une côte à pic. Et après, vraiment, une ascension sportive, vous arrivez au captage. J'invite ceux qui peuvent le faire d'aller voir les équipements, les tuyaux, qu'on a fait monter là. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, mais comment ils ont fait? On m'a dit, à l'eau d'homme, hein. Ils se sont mis plusieurs, ils ont tiré. L'huile de coude et puis. L'huile de coude. Intellectuelle. Et la volonté. Et la volonté, à la main. Il faut voir là, comment ça pèse, hein, les grosses canalisations. Eh bien, ils ont fait monter ça. Et le chantier également. Le chantier, le béton, tout ça, ça se faisait à la main. Donc, je dis que physiquement, c'était plus compliqué. Financièrement, il y avait moins de moyens. Et bien évidemment, il y avait une volonté très forte. Il faudrait que nous nous inspirions davantage de cela et que nous fassions avec les moyens dont nous disposons. Alors tout ce réseau, aujourd'hui, il a vieilli. Absolument. Il faut le remplacer. Tout le monde sait que ce réseau doit être remplacé, mais plus vite que tout de suite. Tout à fait. Au moment où la Martinique dispose d'un financement énorme, on constate une chose, nous déroulons talons. Alors, c'est un problème compliqué. Je dois avouer que les blocages auxquels nous faisons face ne sont pas liés à une insuffisance de financement. L'argent est disponible. Alors, une insuffisance de financement, une insuffisance de subvention. Mais tu sais fort bien que même si on vous finance à 80%, 90%, il faut apporter 20%, 10%. Oui. Alors, il y a beaucoup de collectivités, pas seulement pour l'eau. Dans beaucoup de domaines. Déjà, les fonds européens sont insuffisamment consommés. Ce n'est pas parce que les gens sont incompétents. Il y a deux raisons, mais il y en a d'autres. Hein. Premièrement, le préfinancement. C'est-à-dire que si on vous finance à 80%, il faut apporter les 20%, il faut les trouver. Deuxième chose, les procédures, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, les procédures d'octroi, c'est géré chez nous maintenant, hein. Les dossiers sont instruits à la CTM. Les procédures, depuis la demande, la formulation de la demande, jusqu'à l'obtention des fonds, les procédures sont inutilement longues et pénalisantes. J'ai quelques dossiers d'urgence à Odyssée. Ça fait combien de temps? Plus de 2 ans. Entre le moment où vous enclenchez et le moment... Alors, pas récemment. J'espère pour ma part que les délais seront raccourcis.
Je parle de projets qu'on a lancés depuis 2-3 ans, depuis 2010 d'ailleurs, hein. Pas 2010, 2020. Eh bien, certains dossiers qui sont là, vous avez plus de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des procédures ici et là, au niveau du demandeur aussi. Et pas seulement au niveau de la CTM, il faut être honnête. Hein. Au niveau du demandeur, au niveau de le contenu même des dossiers. Tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment trop long face à la nécessité de fournir une prestation fondamentale, nous l'avons dit tout à l'heure, pour la santé des gens et puis tout simplement pour la vie de tous les jours. Donc il y a, à mon avis, une grande urgence, n'est-ce pas, à prendre à bras le corps ce problème de l'autofinancement, c'est-à-dire l'apport du demandeur, pas seulement pour l'objet du corps, pour l'ensemble des dossiers. Et puis, il faut véritablement qu'on soit plus pragmatique et que nous allégions les procédures. Ça se connaît. Quand une collectivité, je sais pas, d'ici, vous fait une demande de crédit, vous pensez qu'il faut 6 mois pour s'assurer que la demande est fondée? Tu le disais toi-même, tout le monde sait, connaît les besoins, la nature des besoins. Alors vous pensez qu'il y a un risque? Donc c'est inutilement long, il faut se pencher sérieusement sur les procédures d'octroi de crédit jusqu'à la mise à disposition des fonds, sachant que, et ça je ne peux pas le contester, quand vous recevez des fonds publics, les subventions arrivent en règle générale après les travaux, à la fin des travaux. Donc, travaux exécutés. Exécutés. Et acceptés. Alors, déjà pour l'instruction de la demande de subvention, si vous avez déjà 2 ans dans la figure, et que pour se faire rembourser, il faut attendre la fin du chantier. Si le chantier dure 1 an, 2 ans, et bon, au bout de 4 ans, donc il y a un problème de préfinancement. C'est-à-dire, ça c'est aux banques, dont c'est le métier, dont c'est la mission, mais ce n'est pas gratuit. Et ça renchérit, n'est-ce pas, quand une banque vous prête de l'argent, ce n'est pas des prêts à taux zéro. C'est pas des prêts à taux zéro, tout à fait. Donc, tout ceci nécessite, à mon avis, qu'on se penche très sérieusement par un audit très précis pour véritablement apporter et bien peut-être d'autres problèmes. Mais au moins, ces 2 problèmes-là sont, à mon avis, à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements dans le financement. Donc, il n'y a pas... Les ressources sont là. Je vais citer juste un exemple. Hein. L'Office français de la biodiversité, ce n'est pas Martinique, en tant que gestionnaire d'eau, hein, les réponses sont beaucoup plus rapides. Non, mais pourquoi? C'est parce que la Martinique a une obésité, une grosse obésité de procédure. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème procédural à la Martinique, on n'avancera pas. Et c'est ça tout le problème, toute la difficulté. Tout à fait. Et on a des spécialistes qui sont beaucoup plus formalistes que le niveau national. Peut-être. On les connaît tous, et c'est des rois mentaires. Poutine, par exemple, Boyo, et c'est ce qui a toujours fait reculer la Martinique. Et nous avons toujours alerté l'actuelle majorité. Dans le domaine de l'eau, comme dans beaucoup de domaines, nous avons des personnes qui sont en poste depuis plus de 20 ans. Si pendant 20 ans, vous ne pas arriver à faire un mètre tuyau déplacé, ce n'est pas dans les 20 ans à venir que ça fait. C'est pourquoi nous demandons avec insistance que ces personnes soient mises hors d'eau, hors réseau d'eau. Tout en nous pas qu'il fait ça, on n'avancera pas. Maintenant, pour conclure, ce paquet, auditrices, auditeurs qui écoutent, nous vous donnons la plus belle marque de voiture. On vous dit pour la retirer de chez le concessionnaire, vous devrez porter les 20%. Si vous ne pas porter 20%, 80%, c'est nous qui avons parlé. Si vous ne pas porter 20%, jamais vous allez rouler la voiture. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous avons des collectivités qui n'ont pas l'apport de départ. Et ce sont des dossiers très coûteux. Très coûteux, mais qui n'ont pas l'apport. Tout à fait. On a disons, dans le domaine des investisseurs, certains investisseurs qui ont l'apport, c'est compliqué. C'est compliqué. Et finalement, au lieu d'avancer, on recule. Oui. Alors, bien évidemment, de l'analyse des causes de ces lourdeurs... Toutes les causes sont connues. Hein. Voilà, de ces lourdeurs procédurales. Moi, je n'ai pas une connaissance très précise des points de blocage. Je constate tout simplement que les délais sont trop longs. C'est pour cette raison que je demande qu'une analyse très détaillée, très précise soit portée sur ces procédures pour apporter les réponses là où elles doivent être portées. Donc pour l'instant, je n'accuse personne.
Je constate. Nous ne sommes pas en accusation, nous sommes en constat. C'est un constat. Constat réel, factuel. Voilà. Personne ne peut démonter ce que nous disons. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que premièrement, les travaux ne sont pas C'est la Martinique qui a pas fait. dans les délais requis. Et puis parfois, tout le monde sait qu'il y a des dégagements d'office, c'est-à-dire que les fonds non consommés risquent d'être utilisés à autre chose. Faut pas besoin là. Voilà. Donc il faut vraiment se pencher sur ça. Et je dis pour l'eau comme pour toute autre activité. Beaucoup de domaines. Bon, beaucoup de domaines. Il y a un homme, parce que nous avons participé dans les 3 EPCI, en tant qu'association, il y a un homme qu'on n'a pas cité, qui était dans le sud, au Sixme. Oui. Gentil avec Moc. Bon goût, mais puis gentil. On a eu des résultats, on a eu des choses qui ont avancé. Là, aujourd'hui, c'est là. Ça paye. Et puis, on a eu un enfoncement brutal. Et au niveau de l'EPCI, nous constatons une chose, le train de vie de l'EPCI est nuisible pour les investissements. Et tous ceux que nous consultons, qui sont dans le domaine de l'assainissement ou de pose d'eau et autres, il y a été en lousse. Il y a été en lousse. Et souvent, ils servent le banquier et ils ne sont pas payés. Ce qui fait que les banques elles-mêmes ne réagissent pas pour accompagner les gens. Ah, bien évidemment, je n'ai pas cette finesse d'information. Parce qu'à l'époque des 2 que tu as cités, ce n'était pas les EPCI. La compétence était domiciliée dans les syndicats. Oui, c'était un syndicat, oui. Et c'était le SIXM à l'époque. Oui, le SIXM. Et le fonctionnement était différent. Donc, depuis la loi NOT. Voilà. Donc, est-ce que le fait d'avoir domicilié la compétence dans les EPCI, dans les communautés d'agglomération, puisque c'est le terme qui est le plus souvent connu, est-ce que ça alourdit les procédures? Je n'en sais rien. En tout cas, pour ceux qui... Il n'y a pas eu d'incidence sur la CACEM. C'est-à-dire que... Non, mais la CACEM est donnée d'ordre d'exécuter en même temps. Voilà, donc on n'a pas d'éléments permettant d'apprécier l'amélioration ou la dégradation des procédures, de l'efficacité des procédures entre les syndicats et les EPCI. On n'a pas ce problème-là dans le centre. Mais là, vous avez un autre problème à la CACEM, c'est faire rentrer les sous. Alors, la loi interdit de couper l'eau. Ah, ça c'est un problème que tout le monde... Beaucoup de personnes ne payent pas. Tout à fait. Et c'est l'eau qui paye l'eau. C'est ça. Alors, c'est une formule qui me convient à moitié. L'eau paye l'eau. Cela signifie quoi quand on dit l'eau paye l'eau? Quand on dit que l'eau paye l'eau, ça veut dire que c'est le produit des ventes d'eau, c'est-à-dire les recettes issues de la facturation, qui doivent seuls être utilisées pour financer les investissements et le fonctionnement de l'eau. Tout le monde sait que c'est impossible. C'est-à-dire que si tu comptes uniquement sur les recettes de la facturation pour financer des investissements énormes, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des réseaux qui datent de 40-50 ans, ça coûte très cher, c'est du génie civil, etc. Ça coûte cher, ni prix. Ça a un prix tout justifié. Oui. Voilà. Ce sont des projets extrêmement importants et on ne peut pas financer ça uniquement en utilisant les recettes de facturation. Alors pourquoi j'ai cité cela? C'est pour arriver sur la facturation. Premièrement, les investissements sont de niveau tel parce que nous avons un retard par rapport à l'Hexagone. Quant aux infrastructures, tu as cité Jean-Joseph Davidas, etc. Ça, au niveau de l'histoire de l'eau, c'est quand même relativement récent par rapport à ce qui s'est fait dans l'Hexagone. Il y avait un retard rattrapé. Donc, en termes d'investissement, surtout dans notre territoire, chacun le sait. De l'eau pas monter monde. De l'eau pas monter monde. Notre territoire est beaucoup plus accidenté, la topographie est plus compliquée. Pompes, la nature des sols, au niveau de la mécanique des sols, la géologie, la mécanique des sols est beaucoup plus péjorative ici qu'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de microséismes. Bref, ce sont des choses qui sont connues. On a un sol turbulent. Voilà. Et les réseaux souffrent davantage chez nous qu'ailleurs, sans compter les glissements de terrain. Glissement de terrain pendant la période de pluie, on le connaît, on a eu dans le Nord beaucoup. Et assèchement du sol pendant la période de carême, et bien évidemment, les tuyaux souffrent aussi. Les canalisations souffrent aussi bien en période de pluie, d'hivernage, qu'en période de sécheresse. Donc, ces conditions naturelles, géographiques, géologiques, au niveau de la mécanique des sols, ne nous est pas favorable. Ce qui fait que nos canalisations ont une durée de vie beaucoup plus courte que ce qu'on peut observer dans l'Hexagone. C'est pour cette raison que notre rendement réseau est bien évidemment inférieur à ce qu'on peut observer ailleurs. Mais pour arriver à la facturation, puisque la question c'était ça, l'eau paie l'eau.
il faut que chaque... Alors, bien évidemment, tout le monde le reconnaît. Si nous avons des subventions complémentaires venant des autorités, même de l'Europe, de toutes les structures, l'ODE d'ailleurs, qui finance beaucoup, dans du délai... Le financement de l'ODE est prélevé sur... Bien sûr, l'ODE est financé par... Mais je dis que les produits issus de la facturation des ventes d'eau ne sauraient en aucune façon financer toutes les dépenses et tous les investissements, y compris le fonctionnement de la gestion des eaux. D'autant, et j'arrive à ta question, d'autant que le niveau social des gens à qui nous vendons l'eau est moyennement très inférieur à ce qu'on peut observer là. C'est la situation sociale. Ça se dégrade. Autrement dit, le taux de recouvrement, c'est-à-dire le taux d'impayés, les gens qui sont en situation difficile, qui ne peuvent pas faire face à leurs factures d'eau, eh bien, c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Donc déjà, les recettes normales, si tout est recouvré, ne suffiront pas et ne suffisent pas. En plus de ça, vous avez un taux d'impayés qui est beaucoup plus important. Et tu l'as fort bien indiqué, on n'a pas le droit de couper l'eau. Ni de réduire la pression. Il y a quelques années, en réduisant la pression, alors sur les particuliers, d'accord, on peut couper l'eau sur les entreprises. Dans l'hôtel. Mais les entreprises, oui. Mais pour les particuliers, un particulier qui ne vous paye pas, vous pouvez mettre en œuvre des procédures, huissiers, etc., de recouvrement, il n'y a pas de problème. En attendant, vous ne pouvez pas couper. Or, tout le monde sait que c'est ce moyen qui est le plus efficace. Quand vous coupez l'eau, quand vous ne payez pas vos impôts, eh bien, tu sais, l'argent rentre. Hein, le trésor public sait comment faire rentrer l'argent. C'est les huissiers, c'est les saisies, etc. Donc, l'instrument le plus efficace pour recouvrer vos factures, eh bien, nous ne pouvons pas en disposer. C'est la coupure de l'eau. Alors, tant mieux. Moi, je ne me plains pas, parce que couper l'eau sur une famille, c'est véritablement abandonner, faire en sorte que cette famille ne puisse pas bénéficier du minimum d'hygiène. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas couper l'eau. C'est comme si on te disait qu'on coupait l'air quand tu respires, mais tu disparais. Le corps humain est fait de plus de 70% d'eau. Et par conséquent, je crois que c'est au bout de 2 jours. Sans eau, vous mourrez au bout de 2 jours. 2 jours, hein, mais peut-être même avant. Oui. Voilà. Alors, donc on ne peut pas couper l'eau sur les gens, et voilà. Donc Mais l'eau, il faut utiliser cette formule avec beaucoup de précautions, parce que l'eau ne peut pas payer l'eau. Qu'a-t-il qu'a fait avant la paye? Tout ce qui se passe là actuellement était prévisible. Ce sont des choses que nous avons, Mordicus, annoncé avec Pierre David de son vivant, ça fait plus de 20 ans qu'il est mort, et tout cela nous explose aujourd'hui. Et continuera à exploser, compte tenu du fait que la ressource, de plus en plus, se raréfie. Tout à fait. Alors, qui m'a dit pour 2023? Alors, dire que tout pouvait être prévu... Tout était prévisible. C'était prévisible, mais je mets un petit bémol. Vous savez bien qu'avec le dérèglement climatique... Ah non, ça c'est notre volet. Je parle de tout ce qui nous arrive là aujourd'hui. Prenons le cas, par exemple, ce qui s'est produit à Séguino, ça a été criminel, un président de collectivité refusant de faire passer l'eau pour une population. Alors, c'était criminel. Bon, en plus de ça, ce sont des tuyaux qui, à l'époque, ont été posés et emboutis. Aujourd'hui, on sait que, d'expérience, il faut les boulonner, les sécuriser. Bon, mais maintenant, tous les tuyaux qui ont été remplacés tuyaux neufs, quand on renvoie la pression sur les vieux tuyaux, les coups de bélier, il a décroché. D'où le fait qu'il faille remplacer l'intégralité des tuyaux. Tout à fait. Ah ben évidemment, je te laisse sentir responsabilité des termes que tu utilises, d'autant que la connaissance de la situation de l'eau dans le Nord, tu maîtrises mieux que moi, donc je m'abstiendrai. Non, mais voilà. Nous allons discuter. Je suis au niveau du constat. Mais nous allons discuter. Ils vont là où nous d'accord. C'est qu'on n'y doit pas d'accord avec moi, comme inversement, mais c'est qu'on trouve une solution. Tout à fait. Bon. Maintenant, nous avons des individus, qu'ils soient politiques ou administratifs, dès lors qu'on leur porte la solution, qu'on leur porte une critique, il y a qu'à faire un caca nerveux, mais qui traque la population. De toute façon, moi, je suis tout à fait ouvert à toute critique. D'ailleurs, c'est la base de la démocratie. Si vous êtes en démocratie et que vous n'acceptez pas un point de vue, un sens différent du vôtre, vous avez dans votre ADN
les germes de la dictature. Donc la première des choses, l'écoute signifie au départ entendre des choses qui peuvent être différentes de ce que vous pensez vous-même. C'est la condition minimale, n'est-ce pas, de l'écoute et de la démocratie tout simplement. Donc massacrer quelqu'un parce que la personne a un point de vue différent, ça se voit. Ça se voit. Il va aller loin. Voilà, ça se voit. Et c'est ce qui conduit à l'autocratie et bien évidemment à la dictature. On n'en est pas là, heureusement. Donc, la situation... 2023. C'est vrai, je suis un peu d'accord avec toi et je vais l'illustrer par un propos. 2020, il y a une situation, partons de 2020. On peut dire qu'il y a des choses qu'on savait en 2020, il y a des décisions qui ont été prises, alors voyons aujourd'hui, etc. En 2020, forte sécheresse, on met en place un plan d'urgence. Je m'ai bien entendu dire ce qui n'a pas plu à tout le monde, et en particulier au préfet de l'époque. Je dis en préfecture réunion de tous les acteurs. Quand on établit un plan d'urgence, la moindre des choses en termes méthodologiques, c'est qu'il faut qu'il y ait des procédures d'urgence. On ne peut pas faire un plan d'urgence avec les mêmes procédures qui prévalent en temps normal. Autrement dit, je donne un exemple très simple. Plan d'urgence, on dit Bouliki, il faut absolument donner de l'eau, donc il y a de l'eau, des eaux souterraines, il faut le prendre. Mais il faut couper des arbres pour passer les tuyaux. La procédure ONF, que je respecte, n'est pas adaptée à l'urgence. EDF, pour faire passer l'électricité, la procédure, elle n'a pas bougé. C'est pas une procédure d'urgence, etc., etc. Autrement dit, vous attendez. Tout simplement. Mais on avait une autre solution. Alors, bien évidemment, on a mis en place des solutions, bien évidemment, d'attente, ce qui nous a permis d'avoir 3000, 3500, etc. Mais une fois la sécheresse terminée, on n'avait plus le droit d'utiliser ces solutions d'attente. Donc, on aurait pu s'imaginer que 3 ans après, que des solutions définitives soient opérationnelles. Et pour obtenir des solutions opérationnelles, il lui fallut à ce moment-là avoir des procédures d'urgence pour l'instruction des dossiers. Donc je répète, sur le principe, je dis à une réunion, écoutez monsieur le préfet, on ne peut pas décréter un plan d'urgence en utilisant des procédures qui ne sont valables qu'en période normale. Donc il faut voir toutes les administrations et leur demander de vous faire des propositions de procédures d'urgence. Parce qu'un plan, c'est ce que vous voulez faire, les procédures vous dictent la manière de les faire. Donc si vous avez un plan d'urgence avec des procédures, alors beaucoup de dossiers ont pris du retard, de la mesure. Un plan d'urgence, c'est quoi? Quand vous êtes en janvier, février, carême, plan d'urgence, c'est pour que les solutions soient opérationnelles pendant le carême. Vous ne pouvez pas prendre vous voulez pas retenir ce plan. Alors j'ai fait cette critique-là aussi, mais bon, pas passer mon temps à critiquer. Je dis, quand vous mettez dans un plan d'urgence pendant le carême, un projet, il faut que le projet dure au maximum 2-3 mois. Sinon, ça ne sert à rien. Autrement dit, ça devient un plan à moyen terme. Alors, on va arrêter le carême, on sait qu'il est là chaque année. Chaque année. Donc, à ce moment-là, vous dites un plan pour les années qui viennent. Si vous avez ça, plan d'urgence pour alors, la population, entend ça, c'est ce que les gens m'ont dit. Les gens m'ont dit un plan d'urgence, ça dit qu'on va avoir de l'eau, là, on est de l'eau Covid. Donc le plan d'urgence, c'est que pour vous nous donner de l'eau dans un mois. On ne pouvait pas retenir dans un plan d'urgence des projets qui demandent plus de 2 mois. En plus, avec des procédures qui ne sont pas adaptées à l'urgence. Voilà, j'ai cité ces quelques exemples pour illustrer ce que nous disions. C'est-à-dire qu'il faut d'une cohérence dans ce qu'on décide, cohérence dans la définition de la conception et cohérence dans la mise en œuvre. Alors, bien sûr... Dans ces programmes de politique publique, l'intérêt que nous avons, c'est bien pour ça que les associations font partie des commissions. Oui. Malheureusement, nous avons des bouts. Là, il y a un parking dans l'arrière. Il y a une toute solution. Et le devant faire, il y a un chaos technique. Il y a un chaos technique. Normalement, ça va faire là. Nous avons plus d'une fois discuté de ça. On a une eau qui est pérenne sur Font Saint-Jacques. Et pas Font Saint-Jacques. Sous gendarme. Oui. Cette eau peut descendre pour compléter Rivière Blanche, pour alimenter. Tout à fait. l'usine. On a eu l'occasion de parler de ça. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Passer un émissaire.
Nous avons des noms à tout. Il y a une dépense petite qui vient devant le tracteur pour dire qu'il ne va pas passer parce qu'il y a un pied bois là. Un pied bois, ça va venir pousser. Ça va venir pousser. Il y a l'urgence de porter l'eau pour la population. Mais oui. Non seulement pour la population, mais aussi pour la rivière. Nous rappelons qu'il y a des bêtes dans la rivière. Or, ça fait des années que nous militons sur ça et nous constatons qu'on n'avance pas. Alors, moi je suis assez... Pardon, il y a deux possibilités. Ça, c'est l'émissaire. On peut avoir une réserve. Il y a deux zones qui peuvent constituer l'assiette. Et par gravitaire, on descend vers Rivière Blanche et on est tranquille. Et on distribue toute l'année. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque tu m'as entendu dire qu'en eau superficielle, sur une année en Martinique, il tombe plus d'1 milliard de mètres cubes. Enfin, c'est des chiffres que tu connais. Plus d'1 milliard de mètres cubes. Le seul problème, c'est que ce n'est pas bien réparti sur l'année. Il y a un moment où tu en as beaucoup, un moment où tu n'en as pas assez, la sécheresse. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les besoins domestiques, et même les besoins agricoles, pour l'eau potable, 50 millions. On regarde le poids de 50 millions de mètres cubes dont on a besoin par rapport au milliard. Donc, les gens se disent, mais si vous n'avez pas l'eau toute l'année, stockez pendant la période où il y en a beaucoup et utilisez pendant la période où il y en a moins. Alors, le problème, c'est de retenue collinaire, enfin, toutes ces méthodes. Mais la solution préconisée, qui consiste à récupérer, parce que même pendant la période de carême, il y a de l'eau dans le nord. En permanence. Donc, on peut prendre cette eau-là avant traitement. C'est de l'eau bout. De l'eau bout. Mettre une canalisation pour emmener cette eau-là à Rivière Blanche qui est asséchée pendant le carême. Et ce qui fait que la Rivière Blanche serait chargée en eau bout, même pendant la période de sécheresse. Ça, c'est une solution qui peut se faire. Ça ne va pas coûter des millions et des millions. Les distances ne sont pas extraordinaires. Hein. Donc, sous gendarme jusqu'à Saint-Joseph, et ça peut descendre en gravitaire. Non, mais sous gendarme jusqu'à Rivière Blanche, c'est tout. Mais oui. Si je fais sous gendarme Saint-Joseph, ça me fait 1 kilométrage. De l'autre côté... Sous gendarme, Rivière Blanche. On irrigue la Rivière Blanche. Voilà, on irrigue Rivière Blanche, et à ce moment-là, on a réglé une bonne partie du problème. Mais l'autre partie que tu oublies, on fait les têtes, l'autre est bolom. Mais oui. Il y a l'eau Martinique et Génération, nous qui fait les têtes. Bien sûr. Tous nos bassins naturels qui se trouvent en rivière sont aujourd'hui pleins avec les alluvions. Il suffit de les nettoyer. Oui. C'est tout. Tout à fait. Et de là, on a une réserve d'eau permanente pour l'agriculture et pour l'alimentation. Tout à fait. Si nous ne faisons pas ça, les années qui viennent là, nous on en boire, on ira. Alors, ce dont nous sommes en train de parler là, c'est-à-dire les gens nous disent, oui, mais est-ce qu'on a besoin de l'eau dans 15 jours, dans un mois? Oui, mais on en parle depuis un moment. Mais c'est bien ça, tout à l'heure, la dia avertit pas qu'à Dieu. Donc on peut ouvrir ce dossier-là qui servira. Il faut lancer ce chantier, c'est tout. Dans les années qui viennent. Il faut déjà lancer le chantier. Mais, pour faire face à la sécheresse, il y a plusieurs niveaux de dossiers. Il y a des préoccupations de très court terme, c'est-à-dire demain, de moyen terme et de long terme. Donc on peut examiner toutes ces solutions-là, terme par terme. Alors, on arrive à ces questions-là de récupérer, de stocker naturellement, ce sont des solutions moyen terme. Moyen terme, j'ai dit moins de 7 ans. On peut faire ça en moins de 7 ans. D'accord? Donc, il ne faut pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que la ressource existe. Mais d'autant que nous avons eu la technologie qui nous permet de vider ces bassins sans difficulté. Voilà, tout à fait. Hier, il faut d'autres un peu d'argent. Aujourd'hui, avec une pompe suceuse, on est tranquille. Tout à fait. Et ce sont des matériaux que nous pouvons récupérer et faire rentrer dans l'économie circulaire, dans le bâtiment. Mais il faut changer qui n'en croit la matin, pont vert. Oui, on avait fait. Il y avait un dépôt de sable de rivière, et à l'époque, les autos, tous ces gars de l'époque, les copains, tous ceux qui faisaient Jean-Joseph qui faisaient les routes, ont récupéré tous ces éléments-là pour faire les ponts de route. Donc, ça, c'est une solution. Le chargement de la rivière Blanche par les excès d'eau, parce qu'il y a de l'eau dans le nord. Quand on regarde bien, vu de l'extérieur, il y a suffisamment d'eau sur une période d'1 an, en prenant les dispositions qu'il faut, pour qu'on ne soit pas en insuffisance chronique de ressources pendant la période dite de sécheresse. La capote pas qu'on est. Pas, il y a toujours eu de l'eau. Bon, la rivière qui n'a la rivière qui a passé, rivière là qui sont les gendarmeries là.
Il y a toujours la de rivière l'eau. Fontaine-Denis, Il y a toujours de il tourne de l'eau. l'eau. Voilà. Et Donc, derrière, à côté, en face, rivière Lorrain, il tourne de l'eau. voilà. Donc, si on laisse de côté, on voit qu'il y a déjà des solutions à moyen terme. Moins de 7 ans, techniques avec des canalisations. Mais dans un terme beaucoup plus court, même après la potabilisation, la capacité de production ou de fourniture d'eau de la rivière, la capote, l'eau, peut suffire à servir les besoins de toute la Martinique, même pendant la période de sécheresse. Mais là, tu as un étranglement qui se pose au niveau Galion. Il y a eu la casse Séguinou, il y a eu la casse Font-Saint-Jacques, et puis maintenant il y a la casse Mais Galion. Là, tu passes pas. Tu as un étranglement, c'était prévisible. mais on peut me dire que là aussi, pour informer, on le sait depuis longtemps. Ils savent ça. Et Pas c'est bien ça, maintenant. là, c'est mon nom, c'est bien pour ça que j'ai insisté, Yvon. Il y a des personnes qui sont installées dans des bureaux, qui connaissent ce problème, nous disent, ils nous font comprendre tout ça pétant là. Là, aujourd'hui, ces personnes-là n'ont pas la compétence requise pour ça. Il faut les sortir et les mettre hors d'eau. Et il faut avoir le courage politique pour le faire. Autrement, on sera encore dans 150 ans qu'à parler du même problème-là. Ouais. Donc, je n'accepte pas, personnellement, des explications, et là nous partageons le même point de vue, des excuses sur des choses dont on connaissait l'existence et face à quoi on aurait pu déjà avoir mis en place, parce qu'il s'agit en fait de solutions techniques que nous maîtrisons. Donc autrement dit, même au niveau de la potabilisation, la capacité de production, la capacité des ressources de la capote, je répète, c'est pas la première fois que je dis cela, même après, avant potabilisation, un peu à Rivière-Blanche, mais après potabilisation, avec les réseaux qu'il faut, on peut alimenter à la fois le centre et le sud. Et aujourd'hui, c'est possible. Même avec l'étranglement de Galion, c'est possible en faisant quoi? Mais pour l'instant, qui m'ont pas alimenté, c'est Véter. Avec les fuites que tu as sur tous ces réseaux qui n'est pas repris, le résultat des courses, on pisse dans un violon, passez-moi l'expression, l'auditeur. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'eau dans le sud. En tout cas, il n'y a pas de réseau et il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sud. Et que l'essentiel... Il y a eu. À l'époque, on avait la rivière du Vauclin. On était plongé Vauclin. Voilà. Eh ben, mais bon, avec l'évolution... l'urbanisation, tout ça. Voilà, bon, avec l'urbanisation, tu vas voir la rivière du Vauclin, il n'y a pas d'eau dedans, alors qu'à l'époque, il y en avait... Couler d'eau, on était plongé couler d'eau. Tout à fait. Donc, la réalité est là. Mais la ressource, on a dit qu'au plan volumétrique sur une année, existe. Il y a des solutions moyen terme. Solution court terme, la rivière Blanche est asséchée parce qu'il y a un prélèvement trop important. Ce que je préconise, c'est que il faut saturer les possibilités de production, même aujourd'hui, même avec les capacités d'aujourd'hui, saturer les possibilités de production venant de Séguinou, venant du Lorrain, même avec l'étranglement de Galion, demander à l'espace sud, mais ça c'est un accord politique qui peut se prendre... De partage. On dit à l'espace sud, prenez prioritairement l'eau du Nord et laissez au centre prioritairement l'eau de la rivière Blanche. Ça, c'est possible en passant un accord. La conséquence, c'est quoi? Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Ils ne sont pas d'accord et ils ont de bonnes raisons de ne pas être d'accord. Je ne t'ai pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Là où ça ne se fait pas, pourquoi? Parce que l'eau venant du Nord coûte plus cher. C'est-à-dire l'opérateur qui traite l'eau pour l'espace sud a un prix de revient sur ses équipements qui sont sur le centre inférieur à 20 centimes le mètre cube. Alors moi, je suis entreprise privée. Je peux produire à moins de 17-20 centimes et tu me dis de l'achat à 50 ou 60. Économiquement, ce n'est pas jouable. Et pourquoi l'eau coûte cher dans le Nord? Ce n'est pas la faute de l'espace sud, ni du Nord, ni de l'opérateur. C'est parce qu'il fallait traiter la pollution prolongée. Chimique qu'il y a. Il y a un traitement chimique utile. Non, il y a deux traitements. Je parle toute la pollution chimique. Tous les pesticides qui sont rentrés dans la pollution. Il faut les enlever, ça a un coût. Ça a un coût. Et personne ne peut reprocher à l'usine, aux équipements du Nord, de tout mettre en œuvre chimiquement pour enlever les molécules nocives. Donc, ça a un coût. Mais qui est responsable de ce coût? Ce n'est pas seulement le Sud, ce n'est pas seulement le Centre. C'est pourquoi je dis qu'il faut mutualiser le surcoût. Oui, mais là encore, on m'a à Davidas. Lorsque hier, on faisait savoir qu'il y a une pollution qui va nous exploser demain, mais tout le monde a fait la fête depuis nous. Quand à chaque fois qu'on disait qu'il y a un problème de qualité de l'eau,
parle même pas de quantité, on parle de qualité. Oui. Le retour des pesticides au robinet. La DAS à l'époque, l'ARS après. Oui. Jusqu'à maintenant, ce problème n'est pas réglé. Et le problème, c'est grave. Alors, on peut dire que, pour continuer mon raisonnement, le coût de l'eau, le prix de revient de l'eau, du Nord, parce que c'est de l'eau qui a les plus grandes exploitations agricoles. Mais il y a un traitement à faire. Il y a un traitement à faire de l'ultrafiltration, etc. On ne va pas rentrer dans la technique. Et puis, il faut donner une bonne pompe pour faire monter. Voilà. Donc, c'est normal que ça coûte plus cher. Il faut tout simplement mutualiser le surcoût. Moi, d'ici aussi, je produis à moins de 20 centimes. SM produit à moins de 20 centimes. Donc, il faut mutualiser le coût. Les 3 communautés d'agglomération peuvent y compris l'État, peuvent se dire, tiens, il y a un surcoût que l'on comprend de la production de Seguino. Disons que ça soit 30 centimes de surcoût, peut-être 40. Bon, prenons la base de 40. Le Sud va mettre une partie, le Centre une partie, le Nord une partie, l'État une partie. D'ailleurs... Et l'État devrait mettre la plus grosse partie, puisque c'est à cause de l'État qu'on est arrivé à ce niveau de pollution. Non seulement l'État devrait mettre la plus grande partie, mais l'État a une enveloppe pour financer les conséquences de la présence de la molécule chlordécone. Il n'y a pas que chlordécone. Pour la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que l'État a une enveloppe, je crois que c'est autour de 10 millions d'euros, pour la chaîne alimentaire. Alors, qui me dira que l'eau ne fait pas partie de la chaîne alimentaire? L'eau, c'est le produit alimentaire d'excellence. Autrement dit, je dis, et je le répète publiquement pour que tout le monde m'entende, il faut prélever, pas l'intégralité de ces 10 millions, il faut prélever une partie de cette enveloppe dont dispose l'État pour traiter de la pollution par les pesticides, prendre une partie de cet argent pour traiter, pour apporter, pour faire diminuer le coût de revient de l'eau venant du Nord. Ça serait la contribution de l'État. Pour financer le surcoût. Les 3 communautés d'agglo devraient faire pareil et finalement pour ramener le prix de revient à autour de 20 centimes. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il n'y aura pas de problème. Je vais à Rivière-Blanche plutôt que dans le Nord. J'irai prendre l'eau n'importe où, ça ne me coûte pas plus cher. Ça, écoutez, M. Gabin, il n'y a pas besoin d'un mois de débat pour ça. Ça peut se traiter en une journée. Ils vont... Parce que les techniciens, non mais c'est très important, il n'y a rien à faire pour appliquer cette idée que je préconise. Une fois qu'on a décidé sur papier qu'on finance de cette manière-là, eh bien, toutes les canalisations, tous les schémas techniques permettent déjà au Sud d'utiliser davantage l'eau du Nord. Conséquence, c'est quoi? Conséquence, c'est que le Centre pourrait profiter davantage de l'eau provenant de la rivière Blanche. Et ce qui fait que nous pourrions alimenter beaucoup plus facilement Fort-de-France, Chelcher, 5000 m3 j'ai besoin par jour pour Chelcher. Le Lamentin aussi, une partie. Et puis, Fort-de-France. Ce que je répète encore aujourd'hui, Fort-de-France, par d'ici, par la CACEM, a joué à fond la solidarité. C'est-à-dire que les équipements de notre production d'eau d'ici, avant la mutualisation au niveau de la CACEM, suffisait à la consommation de Fort-de-France. Alors les foyers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais avant, nous n'avions pas de problème d'eau, parce que tous nos équipements ont été configurés pour fournir de l'eau. Mais le problème aujourd'hui, nous avons fait jouer la solidarité, nous partageons cette eau-là avec le Lamentin, avec Chelcher, alors que nous pourrions alimenter à la fois le Lamentin et Chelcher par d'autres ressources, même en augmentant notre capacité de prélèvement sur la rivière Blanche. Autrement dit, permettre à Odyssey de prélever davantage sur la rivière Blanche, notamment en période de carême. Pour période de carême, tu sais combien j'ai besoin de plus sur la rivière Blanche? Si on me donne une possibilité de prendre chaque jour, quand à la période dure, je prends 3 à 4 000 m3 de plus et le problème est réglé. Un supplément, Chelcher, puisque nous sommes sur cette question-là, on parle de carême, c'est des décisions politiques qui peuvent être prises. Chelcher n'est pas bouclé. Chelcher a besoin de 5000 m3 par jour, en moyenne. On a optimisé les fourrages de fond laillé. Ça nous permettra déjà de fournir un peu plus en panneau laillé. Nous avons mis en place des canalisations, fond Belmar, que tu connais bien, qui permettent d'utiliser l'eau venant de Casse-Pilote du Nord pour alimenter Chelcher. Si je peux fournir, pas 5000, mais si je peux fournir à la limite 3 à 4000 à Chelcher sans prélever sur la rivière Blanche, mais j'ai résolu le problème. C'est 3 à 4000 de plus, plus la partie que je prends, je peux alimenter davantage le Lamentin, etc. C'est une décision politique. La situation objective des équipements techniques aujourd'hui n'ont même pas à être touchés.
Il suffit de dire, on fait comme ça, on est solidaire, le Nord et le Sud, on signe un accord, voici comment on finance, et il n'y a pas de problème de sécheresse. Donc, autrement dit, ça c'est du très court terme, ça peut se faire, cet accord, le partage de la pénurie, c'est des accords qu'on peut passer, tu écris, puis c'est fait, et puis voilà. Et toutes les autres solutions qui nécessitent un peu plus de temps, qui nécessitent de faire des canalisations de ces investissements, ça peut attendre déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si nous avons un carême dur, ce qui est prédit, on nous dit que le carême 2023 sera beaucoup plus difficile que le carême, en fait, la sécheresse de 2020. Voici les solutions que je préconise. Qu'est-ce qui empêche de les mettre en place? Solutions politiques. Alors, c'est la sphère politique. On dit bon mot à politique. Quand on dit que actuellement on parle de batigue là. Mais oui. Pourquoi? Le problème, le drame, ils vont porter solution. Cabin porter solution, un tel porter solution. C'est maintenant assis devant le préfet. Pas n'y a dit quoi que ce soit. Ah, m'a dit, hein. Ou dit. Oui. Ballon qui t'a à côté, qui pas dit en chou patate. Léon Laria, attendez, Léon la radio, attendez. Mais lorsqu'il faut cocher sur le papier, dire bon monsieur, problème de l'Assemblée martiniquaise, nous allons lire. Il n'y a plus personne. Et tant que nous, on n'a pas compris qu'il y a une seule Martinique et qu'on doit respecter la population, on n'avancera pas. Et ce que je voulais ajouter, je n'attendais pas, je ne m'attendais pas, je ne souhaitais pas nécessairement. J'ai proposé l'idée parce que nous étions en réunion en préfecture. Oui. Mais tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une question qui se règle en préfecture. Cette question-là doit se régler en dehors de la préfecture. Nous, quand mettons comme nous en bas, mango, nous, quand dit, messieurs, 1000 là pour nous faire tuer. Comme ça se faisait hier. Tout à fait. 1000 là pour passer, 1000 là pour nous arriver, et ainsi de suite. Et gloire à descendre là. Alors, maintenant, la population, pour le carême qui vient, les hygiénistes, qui attrapent toute rhumatisme qu'il faut pour y porter un bidon de l'eau monter au 3e, 4e étage. Parce qu'il y a de l'eau par couler en robinet. Maintenant, là, l'heure qu'il est, la diabète n'est pas qu'à tuer vieux femmes en caille, mais à vérifier au lit. 2023, on va se souvenir de ça très longtemps. Ce sont des problèmes qu'on ne peut éviter. Si depuis juin, tu mettais qu'on au travail. Mais c'est pas trop tard. Il est trop tard, mais il faut déjà mettre qu'on au travail. La solution que je préconise là, c'est pas trop tard. Je te dis ça demain. En plus, payer cette entreprise-là. Tout à fait. Je répète encore, la solution que je préconise, il n'est pas trop tard. Il faut lancer le chantier là maintenant. La solution que je préconise, c'est une solution politique, c'est une décision de partage de la ressource. D'ailleurs, et j'en profite pour le dire, c'est pas à l'État. C'est vrai qu'administrativement, institutionnellement, en période de sécheresse, l'autorité qui est chargée de gérer la pénurie, c'est l'État. Mais rien n'interdit aux 3 EPCI qui possèdent la compétence de proposer une solution à l'État. Oui. Donc si tu veux, moi j'ai... Et puis faire valider. Nous étions en réunion en préfecture, c'est pas seulement avec le préfet, il y avait tout le monde. J'ai émis l'idée, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit le préfet qui traite l'idée. Les 3 collectivités, alors je ne dis pas qu'il est trop tard, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Les 3 collectivités peuvent analyser ma proposition, les 3 EPCI peuvent analyser ma proposition. D'ailleurs, il y a encore davantage d'eau qui vient du Nord, donc ça facilite la situation, même si le carême est annoncé comme pouvant être plus difficile, plus dur que celle de 2020, mais ça peut se prendre cette décision politique tout de suite. Donc c'est aux 3 EPCI, laissons l'État de côté. Les 3 EPCI plus la CTM, on se rencontre, on propose un schéma de gestion de la pénurie, on propose ça à l'État, je suis presque sûr que l'État ne dira pas non. Il n'a pas que ça. Et voilà, donc ça, nous, la balle est dans notre camp. Je dis toujours, je mets la balle dans mon camp avant de la mettre dans l'autre camp. Donc on peut gérer ça, etc. Et puis les autres solutions, alors bien évidemment, puisque la question m'est posée, quelles dispositions avez-vous prises? Je propose des solutions qui peuvent être mises en œuvre dans le très court terme. Ça, c'est la première. Il y a la répartition des ressources au plan global, solidarité entre le Nord, le Sud et le Centre. Mais en attendant, nous avons pris d'autres dispositions au niveau de la CACEM, au niveau de l'ODC, au cas où. C'est-à-dire que nous avons acheté des réservoirs. Nous avons acheté des réservoirs que nous mettrons au cas où. Des tampons? Non, à la disposition des communes. Si jamais l'accord tarde à venir et qu'il y a un problème d'eau dans un quartier, eh bien, on a des réservoirs mobiles et il y a même des réservoirs fixes dans les écoles qui permettent aux écoles de fonctionner. Parce que le problème qui se pose surtout aux écoles, mais il n'y a pas que les écoles. Quand il n'y a pas d'eau, on est obligé de fermer des écoles. Donc nous avons déjà pris des dispositions
pour fournir aux 4 corps communes placés sous notre champ de compétences des réservoirs fixes ou mobiles qui devront permettre aux écoles de fonctionner. Ça, c'est déjà une avancée. Mais s'il y a de l'eau, on n'aura même pas besoin de s'en servir, mais c'est déjà là au cas où. Deuxième disposition que nous avons prise, nous avons même pris des dispositions pour l'eau. Ça, c'était l'eau domestique. Hein. Dans une école, c'est pour nettoyer, pour l'eau potable. Nous avons un dispositif avec les 4 villes d'achat d'eau, de packs d'eau. Odyssey achète auprès des fournisseurs d'eau, Chamfort, Didier et consorts, et pour mettre ces packs d'eau à la disposition des populations dans l'hypothèse où il y aurait une pénurie. Donc on a pris déjà ces dispositions pratiques, n'est-ce pas, qui nous permettront de faire face dans l'hypothèse où cet accord politique ne serait pas encore suffisamment opérationnel. D'accord. Donc c'est déjà du concret, c'est en place. Maintenant, le temps que nous est imparti commence à se rétrécir. Il en est, nous avons parlé de ça. Je rassurer, moi, on sait, est-ce que c'est là qu'on passer à au-delà que nous préférons régler le problème là. Oui. Or, pour l'instant, nous constatons une chose. Nous qui sommes sur le terrain, qui émettons des idées, ces idées ne sont pas retenues dans les bureaux climatisés. L'urgence des urgences, c'est de sortir ces personnes, les mettre hors d'eau, pour permettre au dossier d'avancer, pour permettre à toutes ces choses de se faire. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Non, il y a eu des choses, mais il a fallu se battre. Il a fallu se battre fort et grave. Maintenant, tu me permets, tu me dis qu'il a fallu se battre. Tu me permettras de citer cette belle formule de Beaumarchais. Il disait « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Autrement dit, qu'il faille se battre pour obtenir des résultats normaux. Il ne faut pas qu'on s'épuise. Se battre comme oui. Ah bon. Parce que là, a commencé à monter. Il ne faut pas qu'on s'épuise. Mais beaucoup de choses ont été faites. Je crois qu'il y a eu beaucoup même tout récemment, il y a eu beaucoup d'avancées sur Séguino, sur le Nord. Alors, il y a encore Galion, c'est vrai. Mais il faut saluer. On a perdu des années. Oui. T'es des petits prélèvements sur les vernis, les lunettes parfumées, sur les pointillés italiens. Il a fallu qu'on ne pas cravate pour faire comprendre. Attention, Robert. Il y a des problèmes. Régler les problèmes dans la fois. Pour tout, tu vas payer pour ça. Tout à fait. Et là encore, quitte à se faire détester, mais ces personnes d'aide dans les réunions, ça nous remonte. Mais on fait reculer qui? La Martinique. En tout cas, Président, on a reçu Yvon Paquet, président d'Odyssey. S'il y a une conclusion à tirer sur cette affaire, pour nous sortir de l'eau, ce serait quoi? Alors moi, la première chose, c'est la première chose, c'est la solidarité entre tous les espaces politiques et institutionnels de la Martinique. La solidarité, c'est l'arme qui nous permettrait de faire face à toutes les difficultés que nous avons énumérées. Solidarité entre le Nord, le Sud, le Centre. Solidarité même à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur des communautés d'agglo, Odyssey, Fort-de-France fait la solidarité avec Chelcher, Fort-de-France fait la solidarité avec le Lamatin, parce que c'est la même ressource qui était destinée à Fort-de-France que nous répartissons. Donc le maître mot, c'est la solidarité, et concomitamment à la solidarité, il faut que ce pays se mette à l'abri des querelles subalternes et qu'on laisse moins de place au cancan et aux conflits totalement inutiles et à la confrontation des égos. Je pense que notre pays, pour l'eau comme pour tout, pas seulement pour l'eau, il faut que nous nous installions, que nous nous inscrivions dans une dynamique de partage, de rassemblement, de compréhension et que nous accordions beaucoup plus d'importance à l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier et l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Je pense que c'est ce mot que je voudrais faire passer. Arrêtons. Alors, c'est pas seulement les politiques. Hein. Arrêtons le fanchou. Pas seulement les politiques, la communauté martiniquaise. Arrêtons, n'est-ce pas, de s'opposer, parce qu'il y a une formule que j'aime bien qui dit que les liens qui nous rapprochent sont de loin beaucoup plus importants que ceux qui auraient tendance à nous éloigner les uns des autres. Donc, appuyons-nous sur ces facteurs de rapprochement et éloignons-nous sur les facteurs, n'est-ce pas, de conflit, n'est-ce pas, et de lutte et de cancan, parce que c'est un terme que toute la population comprend bien. Facilement. Éloignons-nous des cancans, éloignons-nous des querelles et faisons peuple. Et mettons l'intérêt général de la Martinique en premier plan.
construisons pour une Martinique autrement. En tout cas, Voilà. merci, auditeurs, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous pensons que vous avez écouté, vous avez compris. Le problème de l'eau, c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème qui est énorme. Nous sommes à la recherche de solutions, mais assez souvent, nous nous heurtons à des freins qui ne devraient pas exister. Merci de faire savoir à tous ceux qui sont autour de vous que nous sommes tous préoccupés par la question de l'eau, qui sera très grave pour 2023. À très bientôt.